Bonjour, je m'appelle Christophe de Dinscha, je suis informaticien, ce qui veut dire que je travaille dans l'informatique, mais aussi que je suis l'auteur d'un livre de science-fiction qui s'appelle Informagie, où vous pouvez admirer une couverture réalisée par notre ami Jean-Claude Ménard. Aujourd'hui, dans le cadre du thème du regard, je voudrais vous parler de regarder en continu et vous proposer un œil nouveau sur l'espace, le temps et les jeux vidéo. Avec une question fondamentale derrière, le continuum spatio-temporel est-il un mythe ou une réalité? Ça fait 10 ans que je viens au colloque, 10 ans d'amitié, d'éblouissement. Voici quelques-unes des présentations que je vous ai montrées au cours de ces années. Peut-être que vous vous souvenez de certaines d'entre elles. En 2020, il n'y a pas eu de colloque. En 2021, une présentation un peu plus controversée. En 2022, une présentation que je n'ai pas pu vous faire parce que je me suis retrouvé coincé en Irlande par la grève des contrôleurs aériens. Et pourtant, sur ces 10 années, je ne vous ai jamais parlé de ma propre recherche. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous le savez peut-être, même s'il n'y a qu'un seul univers, nous avons aujourd'hui deux grandes théories pour le décrire. La première, c'est le modèle relativiste du cosmos développé par Albert Einstein, d'abord avec la relativité restreinte en 1905, puis avec la relativité générale en 1915. Le deuxième, c'est le modèle quantique de la matière, qui a été développé par une foultitude de physiciens, vous en voyez quelques-uns ici au congrès Solvay, notamment Albert Einstein que vous voyez à droite. Ces deux théories sont malheureusement complètement incompatibles. Je vais vous expliquer pourquoi une des raisons de cette incompatibilité, c'est qu'elles sont toutes les deux basées sur un espace-temps mathématique continu, dérivé de celui proposé par Isaac Newton dans les Principia, qu'il appelait l'espace-temps vrai ou l'espace-temps mathématique. De mon côté, je voudrais vous proposer un nouveau regard sur la science qui commence par l'idée que la physique, c'est d'abord des mesures et pas des nombres. Et que ces mesures, elles ne sont jamais continues. À l'aide d'un nouveau principe de relativité dont nous allons parler tout à l'heure, je peux proposer un regard plus discret, au sens discontinu, sur notre univers et conduire à une modélisation algorithmique qui est beaucoup plus générale et qui englobe à la fois les côtés probabilistes de la mécanique quantique et les aspects de la relativité comme les changements de coordonnées, etc. Cette théorie s'appelle la théorie des mesures incomplètes et je viens de publier un petit livre de vulgarisation sur le sujet qui s'appelle Réunifions la physique. Alors comment regardons-nous le monde? Eh bien pour commencer, je voudrais vous parler de deux concepts importants, la notion de perspective et la notion de résolution. Pour cela, je vais vous donner un petit échantillon de regards, essentiellement des vues, on va dire des vues d'artistes, et je vais vous demander quel est le point commun entre les trois visions suivantes, qui sont des visions un petit peu anciennes, vous allez voir. La première, c'est le tout premier film des Frères Lumière, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Vous pouvez admirer les images un petit peu sautillantes. C'est filmé à peu près à 18 images par seconde. On raconte que les gens, en voyant ce film, ont eu très très peur que le train ne vienne les écraser. Voici ici un des premiers jeux vidéo. C'est un jeu de moto. Vous pouvez admirer la moto en bas à gauche. C'est une console de jeux vidéo, l'Atari 2600, qui avait une variété de jeux. Ça, c'est un jeu de combat spatial. Et ma propre contribution au domaine du jeu vidéo, un jeu qui s'appelle Alpha Waves, premier jeu en 3D interactif au sens où on pouvait interagir avec les objets dans la pièce. Est-ce que vous avez vu ce que je veux vous montrer dans ces visions anciennes?
Alors, un petit indice, vous le voyez à l'écran, mais on va le voir avec des versions modernes de la même chose. Voici l'arrivée du train en gare de La Ciotat en version modernisée et restaurée par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a rajouté des pixels, a recréé des visages et a même aidé à reconstruire les couleurs. Voici ce à quoi ressemble une console de jeux vidéo moderne. Des jeux en réalité virtuelle, des casques qu'on met sur la tête qui permettent de s'immerger complètement à l'intérieur d'univers virtuels de plus en plus réalistes. Et enfin, voici le lointain descendant d'Alpha Waves, un jeu 3D interactif moderne, en l'occurrence Gran Turismo 7, et je vous invite à regarder la finesse des détails. On a des effets de caméra, des effets de lumière, des ombres, des personnages par centaines qui s'animent dans les gradins. On a des effets même d'éblouissement, de chaleur à la surface de la route, de la poussière, etc. C'est extraordinairement réaliste. Et à nouveau, ça n'est pas un film, c'est un rendu en temps réel sur une PlayStation 5. Est-ce que vous avez repéré ce qui change? Qu'est-ce qui distingue le moderne de l'ancien? C'est essentiellement la résolution qui conduit au réalisme. Avoir une plus haute résolution permet d'avoir des images plus convaincantes. Par exemple, les images de la version moderne du film de la gare de La Ciotat sont en ce qu'on appelle résolution 4K, alors que l'image d'origine, il y avait du grain, c'était sautillant, c'était une basse résolution et dans le temps et dans l'espace. Est-ce que vous avez repéré ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui est commun au moderne et à l'ancien? Eh bien, il y a notamment les effets de perspective. Le train qui va vers vous, et c'est pour ça que ça faisait peur aux gens. Même le défilement latéral en 2 dimensions de la moto dans le jeu vidéo, c'était une version simplifiée de la perspective qui permet la subjectivité. Alors intéressons-nous maintenant au continuum spatio-temporel. Qu'est-ce que c'est? Qui a inventé cette idée et pourquoi? Le fait que l'univers soit continu est une conclusion assez logique. L'univers doit être continu parce qu'au fur et à mesure qu'on améliore la résolution, comme vous voyez à droite, on s'approche du réel. Et comme l'univers réel, lui, il est tout au bout de cette ligne, il est à la limite, on peut en déduire que ce qui est réel doit avoir une résolution infinie. Mais il y a d'autres arguments. Par exemple, un argument donné par Isaac Newton dans le Scholium des Principia, et qu'on peut considérer comme l'invention du temps et de l'espace vrai, mathématique, par opposition à ce que Newton appelle dans la version française le temps et l'espace vulgaire. Le raisonnement est le suivant. Pour pouvoir modéliser la position d'un ballon réel dans l'espace, par exemple au-dessus d'un terrain de foot, je dois pouvoir imaginer tout un tas d'endroits où le ballon n'est pas. Ce qui veut dire que le temps et l'espace n'ont pas besoin du ballon. Je peux l'enlever à tous les endroits. Et je peux enlever le terrain de foot. Ce qui reste quand on enlève tout, c'est ça que Newton appelle l'espace ou le temps vrai. Et comme je l'ai dit, cet espace et ce temps sont idéaux. Ils sont mathématiques, ils sont immuables, ils sont éternels, ils sont parfaits. En fait, on peut considérer que nous sommes passés de la géométrie à l'arithmétique et que c'est par le regard que nous avons appris, par exemple, l'addition et la multiplication. Si j'ajoute bout à bout 2 segments de droite, par exemple 2 bâtons, ou 2 tables, ou 2 chaises, eh bien la longueur de l'ensemble, c'est la somme des 2 longueurs. Et j'apprends comme ça l'addition. Si je veux calculer la surface de mon champ, je vais multiplier la largeur par la longueur. Donc là, j'apprends la multiplication et dans les 2 cas, j'ai appris ça en regardant.
C'est la même chose pour représenter une position. Ça nous conduit à une invention remarquable qu'on appelle les nombres réels. Pourquoi? Si je considère un carré de 1 mètre sur 1 mètre et que je m'intéresse à sa diagonale, eh bien le théorème de Pythagore nous apprend que sa longueur c'est racine de 2 mètres. Pourquoi? Parce que le carré de cette diagonale, c'est le carré des deux autres côtés. 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Le carré de la diagonale, c'est 2. Et donc, la diagonale fait racine de 2 mètres. Le même genre de raisonnement peut me permettre de déduire qu'un cercle de diamètre 1 mètre a une circonférence de longueur pi mètre. Or, le problème, c'est que racine de 2, tout comme pi, ne peuvent pas s'écrire comme le rapport entre deux nombres entiers. C'est des nombres qu'on appelle irrationnels. Et ça posait un vrai problème aux Grecs, qui savaient prouver que racine de 2 était irrationnelle, mais qui n'arrivaient pas à comprendre de quel type de nombre on parlait. Pour pouvoir formaliser tout ça, il a fallu des mathématiciens comme Georges Cantor, et petit à petit, on a inventé cette notion de nombre réel. Et c'est pour ça qu'on parle d'un continuum espace-temps, qui forme le temps et l'espace dans la physique moderne. C'est un temps et un espace fabriqués à l'aide de nombres réels. Pour Einstein, par exemple, dont vous voyez ici le chapitre 25 de son livre sur la relativité, qui parle des coordonnées gaussiennes et qui explique que c'est des coordonnées infinitésimales, pour Einstein, donc, l'espace-temps est un continuum euclidien, dans le cas de la relativité restreinte, et un continuum courbé dans l'espace-temps de la relativité générale. Cet espace-temps se décrit donc à l'aide de nombres réels. Alors on va rappeler un petit peu l'ensemble n, c'est l'ensemble des nombres naturels, c'est le nombre du comptage, 1, 2, 3, 4. L'ensemble z, c'est l'ensemble des nombres relatifs, c'est-à-dire les nombres négatifs, c'est le -1, -2, -3, c'est le comptage des banquiers. L'ensemble d, c'est l'ensemble des nombres décimaux, c'est ceux qu'on peut écrire avec des chiffres en nombre fini, comme 0,5. Mais il y a aussi des rapports entre deux nombres entiers qui s'écrivent avec une infinité de décimales. Par exemple, 1 tiers, ça s'écrit 0,33333, il y a une infinité de décimales qui se répètent à l'infini. Et ça, c'est l'ensemble des nombres rationnels, Q. Et enfin, il y a l'ensemble des nombres réels, R, qui contient aussi des nombres comme racine de 2 ou pi, qui sont irrationnels. Et c'est sur la base de R qu'on va construire le continuum espace-temps. Ça, c'est la toile de fond, par exemple, du monde quantique. Le R et le T que vous voyez dans cette équation, c'est des coordonnées dans l'espace et dans le temps. R, c'est le rayon, T, c'est le temps, et c'est des coordonnées qui s'écrivent pour les physiciens avec des nombres réels. La relativité générale suit exactement le même principe. Les grandeurs que vous voyez dans cette équation, qui est l'équation du champ d'Einstein, sont des tenseurs qui sont construits à l'aide de nombres réels. Alors en l'occurrence, il y a 16 nombres réels dans un tenseur, mais ça ne change pas grand-chose. Et vous voyez même apparaître le fameux nombre pi dans cette équation. Alors, l'espace-temps d'Einstein, il dit à gauche, pour simplifier la courbure de l'espace-temps, et à droite, T, c'est la quantité de matière et d'énergie qu'il y a à l'intérieur et la façon dont elle se diffuse et dont elle bouge. Quand on enlève toute la matière et tout le temps, eh bien, la partie G à gauche devient nulle, l'espace-temps devient plat, mais il existe quand même. Donc tous les espaces-temps, celui de la mécanique quantique ou de la relativité, ils existent indépendamment de leur contenu. Je peux sur cette carte enlever l'Afrique, enlever l'Amérique, je ne peux pas enlever la France évidemment, mais tous les autres pays peuvent disparaître et la carte reste quand même. Le continu en mathématiques, ça ne pose aucune difficulté particulière. En mathématiques, je peux aller à l'infini sans problème. Et en voici un exemple qui fascinait notre ami Jean-Claude Ménard, c'est ces fameuses fractales, qui ne sont pas complètement régulières, mais en même temps, vous voyez qu'il y a une continuité. Le film que vous voyez explore 1077 ordres de grandeur.
C'est-à-dire qu'on zoome d'un facteur 10 puissance 1077, 1 avec 1077, 0. À titre de comparaison, dans notre univers, on peut, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on ne peut parcourir que 40 ordres de grandeur. Donc zoomer d'un facteur 10 puissance 40, c'est déjà beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce que vous voyez dans ce film. Donc il y a un consensus chez les physiciens, l'univers est continu. Ma présentation est finie. Ou bien, est-ce que vous voulez qu'on continue? Revenons un petit peu sur la notion de regard et de perspective. Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Si je vous montre par exemple ce cube, vous voyez quelque chose qui tourne, et votre description de ce que vous voyez, ça sera un cube, un parallélépipède qui tourne. Ça veut dire que vous avez la notion que votre regard est subjectif, qu'on peut avoir d'autres orientations sur ce cube. En même temps, votre regard est aussi objectif. Ce que vous voyez là, c'est la Terre, et vous vous dites que la personne à droite va voir l'Afrique arriver au moment où vous la voyez disparaître, mais verra la même Afrique sous un autre angle. Si je vous montre par exemple cette photo, qu'est-ce que vous voyez? Je pense que la description que vous allez me donner, c'est une photo de ma fille qui tourne. Maintenant, je voudrais vous poser une question toute simple. Est-ce que c'est l'écran qui tourne? Est-ce que c'est les pixels? Est-ce que c'est les pixels qui tournent? En fait, il n'y a rien de continu dans cette image. Et j'agrandis les pixels pour rendre la chose évidente. Tout ce qui se passe, c'est de la mémoire qui bouge à l'intérieur de l'ordinateur. Des données qui bougent en mémoire. Et j'affirme que ces données sont l'équivalent fonctionnel de la fonction d'onde de la mécanique quantique. Parce qu'elles représentent la probabilité de présence de photons sur le capteur de mon appareil photo quand j'ai pris la photo. Et ces mêmes données définissent maintenant la probabilité de présence des photons émis par l'écran. Donc, ça joue exactement le rôle de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais d'un autre côté, le mouvement que par programme j'arrive à donner à ces données, qui simulent un mouvement physique d'une façon totalement réaliste, vous avez l'impression que l'écran, là, que l'image, que la photo avance, recule, tourne, etc. Tous ces algorithmes qui ne font que bouger des données en mémoire sont donc parfaitement équivalents à un changement de référentiel en relativité. Et donc, je peux proposer une relativité encore plus générale que celle d'Einstein, où on va se dire qu'on peut faire de la physique avec n'importe quel instrument. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant à ce sujet si on considère justement la relativité d'Einstein. Parlons de 20 millions de mètres. En 1905, le mètre étalon est roi. On mesure avec des bouts de métal, avec des bâtonnets. C'est comme ça qu'Einstein décrit les choses dans ses livres. Et si je mets 20 millions de mètres bout à bout, eh bien, je fais en gros un demi-tour de la Terre. Le mètre au départ a été décrit comme 1/100000e du quart de la circonférence terrestre. Donc ce n'est pas un hasard. Maintenant, en 1961, puis une nouvelle fois en 1983, on a changé la définition du mètre et il est devenu basé sur la lumière. Or, si je fais une mesure avec la lumière, le laser part tout droit dans l'espace. Or, la relativité générale d'Einstein, elle s'intéresse à la courbure. Elle ne peut pas survivre à ce changement. Je ne peux pas avoir les mêmes mesures, la même quantité dans mes équations avec les deux façons de mesurer le mètre. Einstein a écrit toutes ces équations en décrivant les mesures de longueur à l'aide d'horloges et de bâtonnets. Donc paradoxalement, il a écrit sa relativité avec la mesure de 1905. Or, il se trouve qu'elle ne marche vraiment qu'avec les mesures les plus modernes. Est-ce que ça veut dire que les physiciens ont triché, qu'ils ont redéfini en douce le mètre, de façon à ce que la relativité d'Einstein fonctionne? Je pense que non. Et je veux proposer en fait
une théorie qui couvre les deux cas. Et c'est ça, ça démarre avec ce principe de relativité qui dit, comme je vous ai dit, qu'on peut faire de la physique avec n'importe quel instrument, que le mètre étalon de 1905, tout comme le mètre moderne lumineux, sont deux façons de mesurer le temps ou l'espace qui sont valides, et qu'il faut qu'on puisse convertir entre les deux. Alors revenons un petit peu à ce que j'ai dit au départ sur les mesures de longueur. En fait, l'illusion, le continu est une illusion, parce que nous ne voyons pas ce que nous ne voyons pas. Quand je vous ai dit qu'on apprenait l'addition comme ça, vous avez vu des lignes continues à l'écran. Mais le sont-elles vraiment? Eh bien, en réalité, non. Les lignes, les rectangles que vous voyez à l'écran sont tous constitués de pixels. Et ces pixels sont en nombre fini. Donc, en réalité, l'addition et la multiplication que vous voyez là sont des additions et des multiplications en nombre entier. Ce sont des décomptes de pixels. Et c'est ça qui va m'amener à une théorie discrète, c'est-à-dire non continue de l'univers. Cette théorie que j'ai appelée la théorie des mesures incomplètes. Alors commençons par revenir sur la relativité. Nous, les physiciens, nous avons des principes. Et en fait, un principe, ce n'est pas une observation, mais une direction. Mettre d'accord les physiciens, quelle que soit leur vitesse, c'est le premier principe de relativité restreinte proposé par Einstein, ça permet de déduire, par exemple, l'existence d'une énergie de la matière au repos. C'est la fameuse équation E égale mc2. Et ça, c'est la base de toute l'énergie nucléaire, des bombes atomiques, etc. En étendant le principe de relativité au cas des mouvements accélérés en 1915, par l'aide d'une remarque qu'on ne peut pas vraiment distinguer la gravitation à l'intérieur d'une boîte à la surface de la Terre de l'accélération dans l'espace à l'intérieur d'une boîte, eh bien cela permet de conduire à une théorie de la gravitation, cette fameuse relativité générale. Et de mon côté, je voudrais postuler qu'on doit pouvoir mettre d'accord les physiciens, quels que soient les instruments de mesure. Alors non seulement s'ils utilisent le mètre de 1905 et celui de 1961, mais même s'ils utilisent par exemple un voltmètre cassé, si quelqu'un a trichaudé, ou si vous regardez l'univers à travers une nuette où il y a de la buée. Dans tous les cas, ce n'est pas l'univers qui cesse de fonctionner, les théories de la physique ne sont pas cassées, c'est les instruments qui sont mauvais. Et ça conduit à un modèle algorithmique de l'univers. Alors, pour remplacer les nombres réels, eh bien en fait, on va retourner à un système de comptage plus primitif. Nous avons tous commencé à compter discrètement. Vous vous souvenez peut-être de ces petites comptines qu'on utilise pour apprendre à compter. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. En fait, tous les systèmes de comptage primitifs commencent comme ça. Ils commencent même avec seulement 1 et 2. Les Walpiri, par exemple, en Amazonie, leur système de comptage, c'est 1, 2, beaucoup. Les Piraya, ils ont même plus simple que ça, ils n'ont pas de nombre à proprement parler, ils ont juste la notion de petit et de grand. Et si vous pensez que c'est primitif et qu'on a dépassé ça, eh bien ça reste encore dans les langues modernes. Par exemple, 3 et 3e, 4 et 4e, c'est la même racine. C'est vrai aussi dans d'autres langues que vous pouvez voir à gauche. Mais 1 et 1er ont une racine différente. 2 et second ont une racine différente. C'est très intéressant d'ailleurs qu'en français, second et deuxième se distinguent. Second, c'est le dernier, quand on n'a que deux objets. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, parce qu'il n'y en a pas eu de troisième. Et deuxième, c'est si on va plus loin. C'est celui qui est dans la continuité avec la même racine que le mot « de ». Il y a d'autres distinctions, par exemple entre paire et couple. Une paire, c'est deux choses qui sont pareilles. Un couple, c'est deux choses qui sont différentes et qui, par exemple, s'emboîtent. Il y a des systèmes de comptage primitifs dans lesquels on a 1, 2 en paire, 2 en couple, beaucoup. D'autres distinctions survivent encore aujourd'hui, comme par exemple la distinction de ce qui est à moi et de ce qui n'est pas à moi. Un mon, ton, notre, votre.
l'heure, etc. Tout ça, c'est des systèmes de comptage qui vont prendre en compte le positionnement par rapport à moi. Il y a de la relativité dans ce système de comptage. Les informaticiens, eux, utilisent un système beaucoup plus simple, l'addition binaire, qui est un système purement logique et où je n'ai pas besoin de nommer les choses autrement que pour les humains. J'ai juste besoin de deux états distincts. Un état 0, ou noir, ou à gauche, et un état 1, ou blanc, ou à droite. Du moment où je peux distinguer les deux états et qu'il n'y a pas d'état intermédiaire, il n'y a pas de 1,5, eh bien, j'ai construit un système binaire et je peux construire toute une arithmétique dessus. Alors compter, en fait, c'est ne pas regarder. Pour bien compter, il faut abstraire, il faut ignorer les différences. Par exemple, si je vous dis qu'il y a 5 billes ici, vous serez sans doute d'accord. Mais est-ce qu'il y a toujours 5 billes ici? Pour que vous puissiez dire ça, il faut ignorer la couleur. Et ça s'apprend, c'est difficile pour les enfants. Par exemple, demandez à un enfant de vous donner une bille, il ne vous donnera pas n'importe laquelle. Toutes les billes ne sont pas les mêmes pour lui. Ce n'est pas une bille, c'est ma bille préférée. L'unité de comptage, d'ailleurs, varie beaucoup d'un individu à l'autre. Vous voyez ici Calvin qui compte ses pompes. La première, c'est 125, la deuxième, c'est 5200. Et il explique, l'exercice, c'est quand même plus gratifiant si vous comptez de la façon que vous ressentez. D'ailleurs, il y a une question importante, c'est qu'en physique, on ne peut pas toujours ajouter 1. Un tas de cailloux, il y a un nombre fini de cailloux dedans. Et je ne peux pas toujours ajouter des cailloux à un tas parce que j'ai peut-être plus de cailloux. Et puis cette notion de set acquis, on la voit illustrée de façon humoristique ici dans Calvin et Hobbes, où le papa de Calvin essaie de lui apprendre à compter 8 plus 4, et il dit voilà, j'ai 8 pièces ici, tu me donnes 4 pièces, tu les poses sur la table, combien j'ai de pièces? Et là Calvin répond 8. Alors le papa dit mais non, regarde, il y en a 12. Ah non, ces 4-là, elles sont à moi. Alors c'est en apprenant à ignorer ces différences qu'on enseigne l'addition de nombres entiers à des enfants. Ils doivent apprendre à ne pas regarder la couleur. C'est pareil avec les gommettes. En fait, quand on apprend la multiplication, on ne l'apprend pas d'abord avec des nombres réels, on l'apprend en comptant des gommettes. Et ça permet par exemple de voir l'équivalence entre multiplication et addition. C'est même comme ça qu'émergent les règles de l'arithmétique. Si je veux compter combien il y a de billes à l'écran ici, eh bien je dois commencer par faire le calcul 2 x 3 qui est à gauche, puis le calcul 4 x 5 qui est à droite, et ensuite seulement faire l'addition. Et ainsi émergent les règles de précédence qu'on trouve dans l'arithmétique usuelle. Alors, on a parlé des droites et des cercles dans la nature et que c'était la raison de l'émergence de nombres irrationnels comme racine de 2 et comme pi. Mais est-ce que vous pensez que ce carré et ce cercle sont véritablement continus? Eh bien non, à l'écran, il n'y a que des droites et des cercles approchés. En réalité, si je zoome dessus, ils vont ressembler à quelque chose comme ça, des droites, des cercles, des carrés faits de pixels. D'ailleurs, comment l'ordinateur trace-t-il des cercles? Eh bien, je voudrais vous parler du merveilleux algorithme de Bresenham, que vous voyez illustré ici en dessinant des cercles pixelisés sur l'écran. Les cercles qui sont à gauche sont dessinés par l'algorithme qui se trouve à droite. Vous voyez, c'est tout simple, ça tient sur une petite page de code, et le cœur de l'algorithme, c'est la région qui est entourée en rouge. C'est celle qui calcule les nouvelles coordonnées. C'est un incrément, c'est-à-dire un ajout de 1, une soustraction, une comparaison, un décrément, une addition. Et tout ça se fait exclusivement en nombre entier. Il n'y a pas la moindre trace de nombre réel, et heureusement, parce que si l'ordinateur devait calculer avec un nombre infini de décimales pour tracer ce cercle, on y serait encore. Alors est-ce que la nature sait compter comme ça? Eh bien oui, on peut trouver des additions et des comparaisons dans la nature autant qu'on veut. Un tas de cailloux, par exemple, nous permet d'incrémenter en posant un caillou de plus dessus, ou d'ajouter en mettant ensemble deux tas.
L'équilibre permet de comparer les choses et lorsque les cailloux tombent, eh bien, on a une soustraction. Tout cela est basé sur le fait que rien ne se perd, rien ne se crée. Je transfère des cailloux d'un endroit à un autre. Et ce transfert de cailloux, c'est du vrai travail. En fait, ça conduit à des phénomènes assez subtils, comme les phénomènes ondulatoires que vous voyez ici à l'écran, dans une dune de sable, et ça, je vais vous en parler dans un instant. Parce que cet algorithme de Bresenham qui trace des cercles, eh bien, il permet aussi de générer ce qu'on appelle des ondes circulaires. Il permet aussi de générer des phénomènes oscillatoires, les sinus et les cosinus, dont sont truffées les équations d'ondes dans la physique classique. Et c'est vrai qu'on parle de vagues de sable, de vagues de cailloux ou de vagues d'eau. Ce n'est pas tout à fait la même fluidité, mais c'est les mêmes principes. Quand on est dans de l'eau, par exemple, eh bien on sait aujourd'hui qu'il y a des atomes. Ils sont petits, mais ils sont discrets. Non seulement au sens qu'on ne les voit pas, mais au sens qu'ils sont discontinus. Et donc, ça va permettre de créer les mécanismes de l'algorithme de Bresenham dont je vous ai parlé. Alors, on peut se poser du coup la question, qu'est-ce que c'est que l'espace-temps dans ce modèle-là? Et je voudrais vous proposer que l'espace-temps est une propriété des photons. D'ailleurs, peut-on seulement regarder l'univers si on n'a pas de lumière? Commençons par la définition moderne du mètre. Comme je vous l'ai dit, la définition du mètre, c'est la distance parcourue par la lumière en un certain temps. La lumière. La seconde, elle-même, est définie par une certaine transition atomique qui émet un certain type de radiation électromagnétique. Là encore, c'est lié aux photons. Même les définitions historiques, comme le fameux mètre étalon, eh bien, c'est de la matière solide. Vous ne pouvez pas mesurer des distances en jetant le contenu d'un verre d'eau sur une table. Et qu'est-ce qui fait que ce mètre étalon reste solide? Eh bien, on connaît 4 forces. La force électromagnétique, celle des photons, la force gravitationnelle, la force forte et la force faible. Et la seule qui joue le moindre rôle dans le fait que ce morceau de bois reste solide, c'est la force électromagnétique, c'est les photons. Et puis il y a la vitesse de la lumière, cette fameuse énigme résolue par Einstein en 1905. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle constante? Eh bien peut-être parce que notre espace-temps est constitué de photons. Une autre expérience de la pensée que je propose dans mon livre, c'est celle de la chauve-souris et du mur du son. Comment est-ce qu'une chauve-souris observe un avion supersonique? La conclusion étonnante, c'est que ça ressemble furieusement à ce que nous appelons l'antimatière quand nous mesurons les choses avec des photons. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on appelle espace et temps des mesures de durée et de longueur qui sont toutes discrètes et qui sont toutes faites avec des photons. Alors, est-ce qu'on peut faire des vérifications expérimentales de ce que je vous ai proposé? Je voudrais paraphraser Niels Bohr qui avait dit « Votre théorie est folle mais pas assez pour être juste ». Eh bien, je pense que ma théorie est folle mais pas assez pour être fausse. Comment est-ce qu'on va la vérifier? On va commencer par une simulation d'eau avec une fabrique à ondes sur les principes dont je vous ai parlé. Et voilà une fabrique à ondes discontinue à l'aide d'algorithmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai écrit ce code avec un collègue qui s'appelle Baptiste Soulis il y a des années, dans les années 2010-2015. Et ce n'est que très récemment, en écrivant un livre sur les algorithmes de Bresenham, que je me suis posé la question, mais est-ce qu'on pourrait faire des ondes avec? Et je me suis rappelé ce code qu'on avait écrit et j'ai regardé dedans. Et c'est presque exactement l'algorithme de Bresenham. Même si ce n'est pas du tout à ça qu'on avait pensé à l'époque. On est juste en train d'accumuler des quantités d'eau simulées et de regarder comment elles se déplacent et comment elles interagissent. Et vous voyez que ça crée des phénomènes d'interférence, des additions, etc. Il y a un truc encore plus intéressant, c'est que je fais ces calculs sur une grille carrée de pixels carrés, et pourtant mes ondes sont rondes. On peut aussi visualiser la relativité de cette façon. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est un champ de cubes, et vous voyez que je peux regarder de gauche à droite comme ça. Et si maintenant j'accélère,
eh bien, on va voir à quoi ressemblerait ce champ de cube de façon relativiste. Alors à l'avant, il y a un des phénomènes de l'énergie des photons que je reçois de l'avant est de plus en plus forte, et donc j'ai l'impression qu'il vire vers le bleu. A l'inverse, si je regarde vers l'arrière, on a un phénomène de décalage vers le rouge des photons, jusqu'à ce que ça passe dans l'infrarouge et qu'on ne voit plus rien. Donc les cubes qui sont derrière deviennent de plus en plus rouges, de plus en plus sombres, ils perdent en énergie. Le fait qu'il y ait autant d'énergie devant explique d'ailleurs pourquoi un vaisseau spatial traditionnel allant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière serait extrêmement dangereux pour ses passagers, parce qu'ils vont se faire bombarder par les rayons gamma. Si on revient aussi sur le regard, je voudrais insister sur le fait que la discontinuité est essentielle pour voir. Vous voyez un mouvement ici d'une image avec des étoiles, des galaxies, etc. Et vous pouvez reconnaître le mouvement de ces étoiles et de ces galaxies. Vous pouvez dire là c'est en train d'aller vers en haut à gauche, etc. Maintenant, si je remplace ça par une fonction mathématique continue qui génère du bruit, eh bien vous allez voir que vous n'arrivez plus à identifier le mouvement. Et c'est vrai et dans le temps et dans l'espace. C'est le même mouvement en haut et en bas. Mais en bas, la continuité de la fonction fait qu'il est complètement impossible de repérer le moindre mouvement. Sans le regard n'existe pas s'il n'y a rien qui l'accroche. Plus généralement, il y a une espèce de pouvoir magique de la simulation numérique qui s'étend bien au-delà des seuls phénomènes visuels. La modélisation par algorithme, ça marche dans tous les domaines de la physique. Par exemple, dans le domaine du son et de la musique, Jean-Michel Jarre a inventé des instruments qui sont totalement électroniques. Il n'y a pas la moindre corde qui vibre, il n'y a pas le moindre phénomène physique classique, tout ça c'est des calculs. Et il en va de même pour le séquençage, pour la musique elle-même. C'est peut-être défini par l'artiste au départ, mais lorsque c'est rejoué par un ordinateur sur la base de données. C'est vrai aussi pour la physique et la chimie. Si aujourd'hui on peut faire un trajet Paris-Lyon en consommant 5 litres au 100 dans une voiture qui transporte 7 personnes, c'est parce qu'un ECU à l'intérieur du moteur, Electronic Control Unit, un petit ordinateur, va contrôler la carburation d'une façon bien meilleure que n'importe quel carburateur. Et c'est vrai plus généralement de la dynamique et du contrôle. Vous voyez ici un film que j'ai pris pendant mes vacances à l'aide d'un drone. Admirez la stabilité de l'image. Je ne suis pas un bon pilote, je ne suis pas capable de demander au drone de rester aussi stable. Il le fait tout seul à l'aide de programmes informatiques. Il se stabilise, qu'il y ait du vent, qu'il y ait des oiseaux, ou quel que soit le mouvement que je lui demande. Aujourd'hui, on peut même modéliser la voix par ordinateur. On a notre ami Jean Abitbol qui très souvent nous montre des images de cordes vocales et qui nous montre la complexité de la voix humaine, de la voix physique, des vibrations. Bonjour, il est 9h01. Dans le cas d'un ordinateur, il n'y a pas de corde vocale. Il n'y a qu'un modèle numérique, auquel on peut même faire parler canadien. Bonjour amis canadiens, il est 9h01, 36 secondes. Aujourd'hui, on commence même à savoir modéliser le langage. Vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT. Alors j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait du colloque de Mouansartou. Et vous voyez, c'est un événement annuel qui se déroule dans la ville de Mouansartou. C'est assez crédible comme texte. C'est un petit peu générique. On a un peu l'impression d'avoir du blabla. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, les thèmes abordés, littérature et société, c'est assez vrai. Philosophie, pensée, pourquoi pas. Histoire et mémoire, c'est plus rare. Sciences et décoration, art et esthétique, ça me paraît assez vrai. Éducation et transmission, on en parle. Identité et diversité, c'est quand même des sujets un peu plus rares. Bref, ce modèle marche presque. Je lui ai demandé, par exemple, ce qu'il pensait du jeu vidéo que j'ai créé, que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, j'ai appris que je l'avais développé avec Claude Chappe. D'ailleurs, c'est pas en 90, c'est en 88. Mais j'ai appris aussi qu'on contrôlait une sphère. En réalité, c'est plutôt une espèce de petit personnage
que moi j'imaginais comme étant un schtroumpf, et que cette sphère s'appelle Athanor. Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient, que l'objectif c'est de collecter des sphères, pas tout à fait, et d'atteindre le prochain niveau. Alors ça, c'est pas de chance, parce qu'en fait, Alpha Waves est un des rares jeux où il n'y a pas de prochain niveau, parce qu'on se déplace dans l'espace, et donc on va dans tous les sens. Qui est-ce Claude Chappe? Pour autant que je puisse en juger, il s'agit de l'inventeur du télégraphe à bras. D'ailleurs, ChatGPT nous permet de découvrir la vie secrète de Paul Charbit. Vous croyez qu'il avait créé le colloque de Montsarto? Eh bien, pas du tout. Le colloque a été créé par Gérard Gelasque, qui est un metteur en scène et acteur, qui a aussi créé le Festival d'Avignon Off, et qui a fait ça alors qu'il était maire de Montsarto. Paul Charbit, lui, est un artiste contemporain français, un véritable artisan de la couleur et de l'émotion. Et comme le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ça nous rappelle l'importance de la créativité. Paul Charbit, à travers son art abstrait et expressionniste, rejoint la vision de Boris Cyrulnik en nous invitant à embrasser notre résilience innée et à trouver la beauté et la guérison dans notre propre parcours intérieur. C'est beau comme du Paul Éluard. Mais surtout, c'est au secours! Nous avons inventé l'homme politique artificiel, capable de mentir avec un aplomb déconcertant sur tout un tas de sujets qu'il ne maîtrise absolument pas. Alors continuons un petit peu à regarder. On va sortir du domaine de la physique et on va voir que tous ces modèles numériques ils nous permettent aussi quelque chose de très important qui est de préserver notre mémoire. On va commencer par notre ami Jean-Claude, que je voudrais évoquer sur le fond de fractal que nous avons vu tout à l'heure. Ce que vous voyez ici, c'est une photo de Jean-Claude et on le reconnaît très bien. Et on peut aussi évoquer sa voix. Hier, je faisais de la figuration hyperréaliste. Aujourd'hui, de la figuration fractale. Pourtant, un jour, un directeur de musée a exposé mes œuvres hyperréalistes et mes œuvres fractales face à face. Mais c'est évident. Qu'est-ce qui me définit? Qui suis-je? Ne suis pas fini. Ne suis pas fini. Ne suis pas fini. Voilà, donc vous voyez, on peut évoquer des souvenirs comme ça, à l'aide de modèles numériques, de données quantifiées, et je défie les physiciens de mettre Jean-Claude Ménard en équation, alors qu'on peut les mettre en données numériques, et que ça rentre très bien dans ma propre petite théorie. Alors peut-on regarder en continu? Oui, mais avec amour. La façon dont nous regardons définit la façon dont nous percevons. Dans une présentation précédente, j'avais posé la question « Sommes-nous dans une simulation? Notre univers est-il réel ?» Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander « Sommes-nous dans une œuvre d'art? Sommes-nous une mémoire de Dieu de la même façon que nous venons de nous souvenir de Jean-Claude Ménard? Pourquoi est-ce que je regarde ma femme en continu? Eh bien parce que je l'aime. Et cette recréation à partir du sensuaire, du visage du Christ, je trouve qu'elle est fascinante justement par le regard. Est-ce que Dieu nous regarde? J'aime à penser que Dieu nous regarde avec autant d'amour. Du coup, mon modèle en dehors de la physique, c'est un regard continu, mais discret, comme le regard de Paul Charbit. Je vous remercie pour votre attention, et si vous voulez en savoir un peu plus sur les idées que je viens de présenter, eh bien, vous pouvez en apprendre plus dans ce livre, Réunifions la physique. C'est 250 pages et ça se lit très rapidement. Je vous remercie.